Bonjour à tous et à tous, toutes bienvenue donc dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui suscite à la fois des fantasmes, des espoirs, de l'inquiétude. Voilà, donc c'est un sujet que certains peut-être connaissent, d'autres peut-être un peu moins, donc qui sont venus par curiosité. Donc c'est celui de l'edge computing. Et pour nous éclairer sur ce sujet, donc nous avons deux intervenants aujourd'hui. D'une part, nous avons donc Wilfried Kirchenmann, qui est Head of Research and Development chez l'agence de conseil en transformation Aneo. Et d'autre part, nous avons donc Dominique Guiffard, qui lui est CTO, donc Chief Technology Officer Group chez Saventia. Donc Saventia, c'est un groupe alimentaire familial, indépendant, mais présent à travers le monde dans 120 pays et qui compte donc aujourd'hui donc un peu plus de 23 000 collaborateurs. Voilà, avant peut-être de passer la parole à nos intervenants, quelques données chiffrées pour vous montrer un peu l'importance du sujet et l'attention croissante dont fait l'objet l'edge computing. Donc, selon les différentes études qui sont menées par des chercheurs, par des cabinets de conseil ou d'autres organisations indépendantes, à peu près donc 80% des données cloud auraient été traitées de manière centralisée en 2020, mais avec l'arrivée de la 5G, cette 5G que tout le monde parle, et la croissance aussi donc sans limite de l'internet des objets. Selon les études, l'edge computing devrait prendre la place, ou en tout cas s'imposer de plus en plus dans le traitement des données, et 75% des données pourraient être traitées par l'edge computing, c'est-à-dire en périphérie, d'ici 2025. Voilà, donc on passerait de 91% de données traitées par le cloud, de manière décentralisée, et à 75% en 2025, donc traitées de manière centralisée, enfin en périphérie, pardon, par l'edge computing. Et on estime que le marché de l'edge computing pourrait atteindre avoisiner en tout cas les 44 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance de près de 40%. Voilà, ce qui vous montre un peu l'étendue du phénomène et ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'y penche. Donc, qu'est-ce qui explique aussi le succès de l'Edge? C'est sans doute tous les avantages qu'il procure et qu'il offre aux entreprises et sur lesquels on va revenir avec nos invités, donc Dominique et Wilfried. Mais si vous voulez, en fait, le gros point, en tout cas, qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il permet de réduire le temps, si vous voulez, entre le temps de latence entre la collecte et la restitution des données. Donc, il permet aux entreprises, aux organisations d'optimiser leur collecte et leur traitement des données, mais aussi optimiser parfois les lignes de production. C'est pour ça, si vous voulez, que ça soulève beaucoup d'enjeux pour l'industrie 4.0. C'est pour ça que dans un premier temps, avec Wilfried, nous allons nous intéresser, nous pencher sur les enjeux de l'industrie 4.0. Donc, je vous laisse la parole, Wilfried. Merci, bonjour à tous. Effectivement, dans l'industrie 4.0, on a différents enjeux. Alors, on entend beaucoup parler de ce terme d'industrie 4.0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça concerne finalement l'industrie digitalisée, la transformation digitale de l'usine. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre un certain nombre de choses. À commencer, si on prend une usine indépendamment du reste de son écosystème, déjà un meilleur suivi de l'état des installations. Est-ce qu'il y a besoin de faire des interventions de maintenance ici ou là? Est-ce que les stocks sont au bon niveau? Est-ce que finalement l'usine est en capacité de produire correctement? Un deuxième point, ça va être dans justement l'extension de ça sur l'ensemble de la chaîne logistique le fait de permettre un ajustement de la chaîne logistique en temps réel en fonction des aléas qu'il peut y avoir sur cette chaîne, que ce soit en production, en transport, et finalement pouvoir anticiper les défauts de production qu'il pourrait y avoir et réadapter la chaîne de production en temps réel au fur et à mesure. Ces éléments-là, ça permet également d'aller tirer un autre axe d'optimisation qui est intéressant pour l'industriel, qui est tout simplement le fait d'aller optimiser ses process, d'aller identifier quels sont les éléments des process où il y a un petit peu moins de performance, où il y a des coûts un peu plus élevés.
en comparant ces différentes usines, en comparant ces différentes productions. Et donc là, on est vraiment dans le fait d'avoir instrumenté, récupéré plein de données, d'être capable de les analyser au regard d'un certain nombre de critères, en général économiques ou de productivité. Et puis, il y a également un autre élément qui est extrêmement important, qui est la traçabilité des conditions de fabrication, ce qui va permettre de pouvoir affiner le plus possible les diagnostics. Et donc ça a deux impacts très concrets dans l'industriel et même pour le consommateur. Le premier impact, c'est quand il y a des défauts, et ben, d'aller être capable d'identifier quelle est la cause originale de ces défauts. Est-ce que c'est un composant qui est fourni par un fournisseur et ce composant-là est défectueux et on s'en rend compte que c'est tout un lot du fournisseur qui est défectueux à travers ces analyses-là, auquel cas ça va permettre d'améliorer les processus de contrôle. Et puis c'est également le fait que quand il y a des rappels de produits à faire, et ben, au lieu de rappeler tout ce qui a été produit pendant une semaine ou tout ce qui a été produit pendant un jour, et ben, on est capable d'être de plus en plus fin et d'aller rappeler uniquement les produits qui ont besoin de l'être. Et donc ça a un impact coût qui est assez important pour l'industriel, puisque rappeler des produits, c'est un coût qui est tout de suite assez important. Donc voilà quelques exemples d'impact de l'industrie 4.0 vraiment sur les enjeux pour l'industriel au sens large. Et donc je propose de laisser la main à Dominique pour donner un petit peu quelques exemples un peu plus concrets chez Savencia. Merci Wilfried. Chez Savencia, en fin de compte, on ne déroge pas à la règle de ces fameuses initiatives 4.0 et d'une manière assez globale, ce qu'on recherche au travers de ce type de grands projets, c'est améliorer les performances et l'efficacité de nos usines. Ça, c'est tous les industriels vous le diront, c'est le meilleur moyen d'introduire la digitalisation dans les usines. Alors, au niveau de Savencia, nous avons identifié 4 à 5 axes qui vont dans ce sens et pour être beaucoup plus précis. En particulier, la digitalisation nous permettra de avoir des gains de temps, c'est-à-dire pour les équipes. On a identifié et nos collègues de la direction des opérations ont identifié qu'à peu près les équipes perdaient 30% de leur temps à saisir ou à ressaisir des données qui auraient pu être captées par des process digitaux. Donc ça, c'est hyper important. De la même manière, les chefs d'équipe passent à peu près 2 heures par jour à vérifier ces données. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, si on peut capter ces données d'une manière automatique au travers d'une digitalisation, ça permettra d'être beaucoup plus efficace et de gagner du temps. Un deuxième exemple, c'est l'usage en temps réel de la donnée. Les industriels le connaissent très bien. Il y a un indicateur qui est très précis qui s'appelle le taux de rendement synthétique, qui est en fin de compte un indicateur qui nous permet de suivre le taux d'utilisation de nos machines, de toutes nos chaînes industrielles et qui définit en fin de compte l'efficience de nos process. Et donc, ce TRS, ce taux de rendement synthétique, lui doit être capté en temps réel, le plus souvent en temps réel, pour pouvoir nous permettre, ce que disait Wilfried, d'adapter et d'ajuster le plus vite possible les conditions et améliorer les conditions de fonctionnement de nos process et dans ce cas-là, de pouvoir les améliorer. Un troisième axe d'étude qui est en cours chez nous, c'est et que la digitalisation va nous permettre de mettre en œuvre, c'est l'analyse transversale de toute une chaîne de traitement. Pas uniquement au niveau d'une usine, mais ça peut être au niveau de toutes les usines qui, en fin de compte, ont une même logique de fabrication. Alors, pourquoi une chaîne de traitement? On a la gestion de la qualité de nos produits est essentielle. Nous sommes une industrie agroalimentaire où la donnée de traçabilité, la donnée sanitaire est hyper importante. Wilfried parlait de pouvoir identifier des lots de manière très précise. Effectivement, s'il y a un jour chez un industriel un problème de qualité d'un produit, il doit pouvoir identifier beaucoup plus finement ce lot et pas à un moment donné ne pas savoir l'identifier finement et être obligé de récupérer une quantité énorme de produits. Le quatrième point, et là c'est quelque chose d'un peu plus proche des collaborateurs, c'est le fait de mieux les former, puisque en ayant des process digitaux au niveau de nos usines, on est capable de collecter des informations qui sont contextuelles à l'usine et donc de donner du sens aux formations que nous donnons à nos collaborateurs en usine. Et le dernier point, c'est celui d'améliorer la qualité des informations avec plus de précision et surtout plus de vélocité dans nos informations, ce qui permettra
comme je vous disais, dans les industries agroalimentaires, en particulier Savencia, d'être beaucoup plus précis sur la traçabilité de nos produits. Voilà les éléments que je peux partager avec vous sur ce type d'initiative chez Savencia. Oui, et puis on voit que vous êtes convaincu sur la nécessité aussi de la digitalisation, enfin, comme si finalement, enfin, vous êtes convaincu à la fois convaincant, mais enfin, Wilfried, je pense que les consultants d'Aneo sont pas sans savoir que enfin, de rencontrer aussi dans leurs différentes missions différents freins, différentes résistances au changement, que ce soit par manque d'intérêt, puisque tout le monde n'est pas aussi intéressé par ces questions que Dominique, par manque aussi parfois par crainte que ça a un coût financier aussi trop important de transformer, de digitaliser les entreprises et l'industrie. Et justement, enfin, quels sont, selon vous, en fait, les obstacles qui doivent être levés pour parvenir à réussir en fait cette digitalisation et pour parvenir à entrer dans cette industrie 4.0 dont on parle de plus en plus souvent. Il y a Ah, Wilfried, vas-y. Il y a effectivement différents obstacles qui vont se lever de nature différente. Il y a des obstacles qui vont être techniques, des obstacles qui vont être plus humains. Le premier point est souvent un obstacle politique, c'est-à-dire de savoir finalement comment est-ce qu'on met en place une gouvernance pour ces systèmes. Faut savoir que chez l'industriel, il y a souvent deux systèmes d'information qui coexistent. Un système d'information qui est vraiment propre à l'usine et indépendant du reste du groupe. Et ce système d'information est là vraiment pour faire tourner l'usine et permettre à la production de tourner. Et puis un autre système d'information qui historiquement est plutôt un système de gestion qui va permettre d'une part aux utilisateurs d'avoir accès à leurs outils et puis d'autre part qui va permettre de saisir un certain nombre d'informations concernant ce qui a été produit. Et là, on a besoin de plus en plus de les interconnecter, donc on a des frictions qui peuvent apparaître à ce niveau-là, et donc on a une vraie question de mais qui est responsable de quoi là-dedans. Donc ça, c'est un premier point à résoudre. Et pour le résoudre, c'est souvent un point qui nécessite un niveau de leadership et d'engagement assez haut dans l'organisation, voire tout en haut la plupart du temps. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Une fois que ce point-là est levé et que finalement tout le monde est d'accord pour dire bah voilà, il faut y aller, comment on y va, on va avoir des problématiques autour des enjeux de cybersécurité, de savoir finalement comment est-ce qu'on va protéger tout ça, qui va être responsable en cas de défaillance. Donc on retrouve encore une fois ce point de gouvernance qui apparaît. On va avoir toute une problématique autour de la gestion des compétences. Dominique en parlait à travers la formation des collaborateurs. Alors, il y a la formation des collaborateurs à mieux appréhender le process de production et leur métier en production, mais il y a également toute la problématique de gestion des compétences. Donc, comment les former à utiliser ces nouveaux outils, comment former les personnels qui sont déjà présents. C'est les nouveaux recrutés, ça peut être éventuellement un peu plus simple, mais en général, on a déjà beaucoup de personnel qui est présent. Donc, comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on les accompagne à la fois pour la phase de déploiement et pour la phase de production. C'est pas toujours les mêmes compétences dont il y a besoin à ces deux moments-là. Et puis il y a également le fait d'avoir bien identifié et d'avoir bien structuré les différents usages et donc les différents flux de données qui y sont associés. Il y a des données dont l'usage est important en temps réel, puisqu'ils vont servir par exemple à piloter le fonctionnement de l'usine. Et puis, il y a des usages qui vont être plutôt a posteriori, typiquement pour analyser des éléments d'optimisation de processus entre usines pour faire ces comparaisons-là. Et donc là, on a des enjeux qui ne sont pas les mêmes et des enjeux pour lesquels les contraintes de fonctionnement doivent être ajustées. Donc là, on a vraiment tout un tas de difficultés d'ajustement entre les différents types de process, entre leurs différents types de priorités, entre leurs différents niveaux d'enjeux à la fois pour l'usine et pour le groupe. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là qui font la complexité de ce type de projet. J'abordais pas la question du volume des données, qui finalement est une question qui est certes importante. Vous l'avez évoqué tout au début sur ce volume croissant, mais qui finalement est une question qui est purement technique et ce n'est pas la plus difficile dans ce genre de projet.
Et justement, Dominique, vous, quels ont été les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrés chez Savencia? Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans les points soulevés par Wilfried? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, totalement, oui. Je vais même compléter. On a l'habitude quand on fait ce type de projet, de voir trois aspects. Il y a l'aspect organisationnel, l'aspect process et l'aspect technologique. Dans l'aspect organisationnel, effectivement, comme l'a indiqué Wilfried, c'est une question de confiance. Pendant des années, depuis très longtemps, l'IT a toujours fonctionné à côté des directions industrielles. Et à un moment donné, il y avait un problème je pense, de confiance. C'est pas propre, c'est pas Savencia. Je parle d'une manière générale. Et du moment que on a pu régler cet élément de confiance, les directions ont pu travailler ensemble. Dans ce cas-là, les usines se sont ouvertes au domaine de l'IT. Donc, il y a eu tout d'abord, donc ça, c'était la dimension organisationnelle. Ensuite, la dimension technologique. Effectivement, lorsqu'on arrive dans une usine, il y a un bilan technologique. Il y a d'abord une dette. Généralement, quelle que soit une usine et quel que soit le pays dans lequel elle est implantée, il y a d'abord une analyse de sa dette technologique, quel niveau à partir duquel nous allons devoir travailler. Et ça, c'est très important. Wilfried l'a aussi indiqué, il y a généralement un audit de cybersécurité qui est à faire parce qu'on doit comprendre la manière dont l'usine interagit avec son écosystème local. Puisque généralement, il y a des fournisseurs, il y a de la maintenance, il y a de la maintenance à distance, il y a des prestataires qui interviennent pour justement mettre au point ou maintenir les différents process industriels. Et à partir de ce moment-là, on doit comprendre quelle est la nécessité qu'il y ait des acteurs externes venant à l'intérieur de l'usine. Et donc, tout ceci, entre cette dette technologique et la partie cybersécurité, ça fait partie des premiers types d'audits que nous faisons dans une usine. Après coup, il y a, en termes de contraintes, il peut y avoir cette fameuse méfiance, et en particulier du directeur de l'usine lui-même, puisque pour l'IT travaille dans une notion de temps beaucoup plus courte que le monde industriel. Le monde industriel et un directeur d'usine, ce qu'il recherche, c'est la stabilité. C'est rendre beaucoup plus efficaces ces process industriels, mais en ne touchant que certaines parties. L'efficacité d'une usine, c'est la stabilité. Or, l'IT, et on le démontre très régulièrement, c'est qu'on a besoin de se mettre à jour, d'aller mettre une nouvelle technologie et de pouvoir intervenir beaucoup plus souvent. Et à partir de ce moment-là, il y avait un peu de défiance par rapport à l'arrivée de l'IT dans le monde de l'outil. Mais du moment où justement on a pu établir un niveau de relation au plus haut niveau, en tout cas chez Savencia, entre la direction des opérations et la direction de l'IT, nous avons pu évangéliser, éduquer et être beaucoup plus transparents entre nos collègues de l'industrie et nous-mêmes de l'IT. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, donc une fois qu'on a fait ces audits, une fois qu'on a identifié les obstacles, qu'on a instauré un dialogue en fait entre deux univers qui étaient pas, enfin, qui n'ont pas les mêmes temporalités, les mêmes problématiques aussi. Une fois qu'on a évacué la question de, on a beaucoup de données à traiter, mais c'est un problème technique. Si on y met les moyens, finalement, il est levé assez facilement. Se pose quand même la question de la stratégie, et j'en parlais aussi dans mon introduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, pour quelle stratégie on opte, c'est-à-dire est-ce qu'on prend le cloud, est-ce qu'on prend l'edge, est-ce qu'on opte pour la version donc complètement décentralisée, en périphérie, centralisée. Donc voilà, donc c'est quand même une problématique qui se pose assez rapidement finalement. Et du coup, c'est là qu'intervient donc cette alternative qui est l'edge computing. Donc voilà, donc est-ce que, si Wilfried, vous pouviez un peu nous éclairer, enfin voilà, nous présenter les pour, les contre, les avantages, les inconvénients de chacune de ces solutions. Voilà, ça, on vous en serait très reconnaissant. Avec plaisir. Donc pour cette partie-là, il y a effectivement un petit support parce que un peu de visuel va aider. Donc c'est relativement court. Ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, il y a vraiment deux grandes familles d'approches qui sont à la fois antagonistes et complémentaires, et elles se succèdent par vagues en fonction des technologies qui sont les plus adaptées à un instant T. Donc ça, c'est vraiment un process qui est en cours depuis le début de l'informatique et de son déploiement industriel, dans les années 80-90. Et donc, on a d'un côté les approches dites décentralisées et puis d'un autre côté les approches dites centralisées. Voilà, et donc avec des mouvements qui font qu'on est
à certains moments un peu plus centralisé, à d'autres moments plus décentralisé. Donc, rentrons un petit peu dans le détail de ces deux approches. Alors, commençons par l'approche décentralisée. L'approche décentralisée, c'est celle qui permet au site d'être totalement autonome, souvent au détriment d'une politique de groupe, d'une politique cyber, donc pour éviter d'utiliser le terme d'IT qui veut dire autre chose dans ce contexte-là. Donc, une approche décentralisée, ça consiste à dire que chaque site dispose de sa propre infrastructure qui est dédiée aux besoins de production et aux besoins de fonctionnement de l'usine. À la fois pour la partie d'informatique opérationnelle et puis également pour la partie informatique de gestion. Et la partie informatique de gestion, souvent, elle bénéficie d'une gouvernance un peu plus centralisée qui est symbolisée par la partie en violet au milieu du schéma. L'avantage de cette approche-là, c'est que c'est facile à mettre en œuvre par les sites. Et puis, si on veut rajouter un nouveau site, et ben finalement, il suffit de rajouter les infrastructures qui vont bien dessus. La gouvernance est relativement simple puisqu'elle est aux mains des usines et les performances sont disponibles pour la production parce que tout est disponible, on peut redimensionner en cas de besoin, rajouter des ordinateurs s'il le faut, etc. Les principaux inconvénients sont la difficulté d'harmonisation des pratiques. C'est-à-dire que s'il y a des bonnes pratiques de gestion du parc dans une usine, bah, les transposer dans une autre usine, ça va tout de suite être un enjeu de formalisation, de capitalisation, etc., qui ne vont pas toujours être simples. On parlait de la cybersécurité tout à l'heure et on voit que c'est un enjeu de plus en plus important dans le contexte actuel. Ça complexifie la mise en place d'une politique de cybersécurité efficiente puisque chaque site est indépendant, donc chaque site fonctionne différemment les uns des autres et donc avoir une vue globale est d'autant plus compliqué. Et puis, il y a des coûts qui vont être redondants puisqu'il y a différents services qui vont être déployés à l'identique sur les différentes usines, induisant un certain nombre de coûts redondants. À l'opposé et de façon complémentaire, là, je vais présenter l'approche extrême dans l'autre sens, qui consiste à centraliser tout ce qu'on peut. Et donc, à avoir des sites de production qui vont être complètement dépourvus d'informatique, que ce soit l'informatique opérationnelle ou l'informatique de gestion. Et donc là, l'idée, c'est que comme tout est centralisé, eh ben, on peut tout administrer de façon cohérente. On peut appliquer des politiques, des règles de politique de gestion, des règles de politique de sécurité, etc., de façon uniforme. Donc ça a comme avantage d'être facilement mis en œuvre par l'IT Group. On va avoir des pratiques harmonisées, on va pouvoir faire évoluer ces pratiques-là beaucoup plus facilement dans le temps et on va mutualiser les coûts au maximum. Ça pose d'autres difficultés de gouvernance puisque ça repose la question de la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, de savoir s'il y a un problème, qui est responsable de ce problème-là. Ça pose un risque face aux coupures réseau. Et puis, ça peut poser des contraintes de performance puisqu'il faut du temps entre le moment où un ordinateur va envoyer un ordre, c'est l'ordinateur qui va être dans la partie centrale au milieu du schéma, vers les chaînes de production en usine. Et donc ça, c'est pas applicable à tous les cas d'usage. Ça va être applicable ça peut être utilisé, par exemple, plutôt dans ce qui va être les sites de production qui sont complètement pour lesquels les délais d'intervention n'ont pas forcément besoin d'être les plus rapides et pour lesquels la supervision va être centralisée. Donc typiquement, on va trouver ça sur des champs d'éoliennes ou sur des choses comme ça, où finalement le processus industriel n'est pas si tiré par la performance de l'infrastructure informatique. Et alors, l'edge computing, c'est une approche qui va hybrider ces deux approches-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre le plus fidèlement possible aux besoins de l'industriel, tout en apportant les garanties d'une gestion centralisée de l'IT.
Et donc là, on va retrouver le fait que la gouvernance va être plus simple une fois que c'est en place, qu'on va retrouver des pratiques harmonisées, la possibilité de mettre en œuvre et de faire évoluer ces pratiques et les règles de cybersécurité, y compris en temps réel en cas d'attaque. Ça va permettre de mutualiser un certain nombre de coûts et puis ça va permettre également d'avoir de la performance disponible. Alors le principal inconvénient, si c'en est un, on l'abordait dans les difficultés projet tout à l'heure, c'est le fait qu'il faut auparavant réussir à construire cette gouvernance conjointe. Donc, comment ça fonctionne? Globalement, l'idée, elle est relativement simple. L'idée, elle consiste à avoir sur chaque site de production un micro data center. Ce micro data center, il va permettre d'héberger ce qu'on ne peut pas centraliser. Il va permettre d'héberger les éléments qui sont strictement nécessaires au fonctionnement de l'usine et sont strictement nécessaires en cas de coupure réseau, par exemple. Et donc, on va avoir au niveau de l'usine, hébergé sur une infrastructure qui va être commune entre l'informatique opérationnelle et l'informatique de gestion, et les composants nécessaires pour le fonctionnement, aussi bien les composants d'informatique opérationnelle que les composants d'informatique de gestion. Et on va centraliser tout ce qui n'est pas critique d'un point de vue performance, d'un point de vue délai de réactivité, et puis d'un point de vue continuité d'activité de l'usine. Donc, par exemple, s'il y a des services informatiques dont on sait qu'ils peuvent s'interrompre pendant 24 heures sans impacter le bon fonctionnement de l'usine, on va peut-être préférer aller les centraliser de façon à harmoniser les pratiques. Donc voilà en quelques mots ce qu'est le edge computing et comment ça se positionne dans l'urbanisation globale qu'il peut y avoir chez un industriel. Justement, Dominique, vous, quelle a été votre approche et peut-être ce qui a aussi motivé votre choix et quel est votre regard, quel regard vous portez sur ces questions de centralisation, de décentralisation ou d'approche hybride finalement avec l'edge computing? Dans le groupe Saventia, en fin de compte, on est engagé depuis un bon moment dans une stratégie de move to cloud. Donc, au niveau de l'IT, c'est une vision, on va chercher à optimiser le nombre de centres IT que nous avons dans le monde et donc rationaliser et mettre tout ceci dans une démarche de cloudification de nos back-office. Donc ça, au niveau de l'IT, c'était très clair. Lorsque nous avons commencé à travailler avec nos collègues de la direction des opérations il y a presque 2 ans, justement, c'était pour savoir comment on pouvait faire bénéficier nos usines de toutes les études de centralisation, de cloudification, excusez-moi du terme, de tous nos process. En fin de compte, très vite, on s'est aperçu que les process industriels, certains process industriels qui pilotent le fonctionnement de nos machines, de nos usines, ne peuvent pas être perturbés par excusez-moi d'un terme très technique, d'une latence de réseau qui dépasse le 10 millième de seconde. Et donc, à un moment donné, on s'est aperçu que cette centralisation n'était pas possible. Donc, il fallait laisser des équipements pilotant les usines au plus proche des usines et dans les usines pour éviter une coupure réseau ou un dysfonctionnement particulier. Donc ça a été très vite une contrainte, mais une contrainte que nous avons décidé d'employer pour pouvoir utiliser les bénéfices que nous avions de la technologie du cloud qui est portée par des prestataires externes chez nous au niveau du groupe Saventia et dire que ces technologies pouvaient être bénéfiques au niveau des usines. Et donc, ce que disait Wilfried, l'implémentation qui arrivera prochainement de Software Defined Data Centers, qui sont des micro-data centers qui utilisent les technologies que tous les grands clouders de la planète utilisent pour pouvoir apporter de la souplesse, de la scalabilité, c'est-à-dire le fait que ces micro-data centers puissent augmenter en puissance, en stockage et ainsi de suite, mais qui restent stockés, qui restent localisés au niveau des usines. L'ensemble, que ce soit les aspects cloud ou les aspects Software Defined Data Center qui sont localisés dans les usines, sont pilotés, sont managés de la même manière par les mêmes entités. Donc, on cherche non pas à opposer des stratégies de centralisation et de distribution au niveau de Saventia, mais au contraire de garder les bénéfices que nous avons en mutualisant, en faisant une convergence. Donc, c'est pas l'alpha et l'oméga d'un côté,
c'est actuellement deux visions d'urbanisation des systèmes d'information que l'on a opposées au tout début des stratégies cloud ou ainsi de suite. On a opposé ces deux visions, mais elles ne s'opposent absolument pas. Au contraire, des groupes industriels comme Savencia trouvent des bénéfices assez importants à venir avoir une vision commune de cette stratégie d'urbanisation, que ce soit le cloud ou le edge computing, mais en y implantant les mêmes technologies, le même type de gouvernance et le même type de management. Et ça, c'est une vision du moins beaucoup plus récente que celle de l'opposition de vision. Oui, donc on le voit finalement, l'edge computing nous pousse à aller contre notre manière de penser en blanc, noir, alpha, oméga, exact. Et que finalement la combinaison la solution la plus optimale, c'est une combinaison en fait des deux. Mais pour justement les industriels qui auraient encore un peu de mal à être convaincus ou parce que ça leur semble trop coûteux ou parce que voilà ils trouvent que finalement plutôt que d'essayer de sortir un peu d'une zone de confort en allant chercher aussi d'autres avantages, mais voilà, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va gagner. Quels sont justement les conseils que vous pouvez leur donner pour commencer avec l'Edge? Donc peut-être Dominique, peut-être. Oui, les bénéfices, quand même, il y a des bénéfices immédiats et des bénéfices à moyen et long terme. Les bénéfices immédiats, c'est que l'IT arrive avec son écosystème de fournisseurs qui, excusez-moi d'être provocateur, un peu vers les personnes qui nous écoutent ce matin, qui sont peut-être du monde industriel, mais nous avons les fournisseurs qui peuvent être un peu moins chers que les fournisseurs du domaine industriel où la spécialisation est quand même quelque chose qui coûte un peu. Et donc, nous arrivons avec des nouveaux types de fournisseurs sur lesquels il doit y avoir un engagement de disponibilité et de performance qui doivent être bien sûr maintenus. Mais en travaillant avec nos collègues de la direction des opérations, je dois vous avouer qu'ils ont été intéressés par les bénéfices immédiats et les économies qu'ils pouvaient en faire. L'autre point, c'est, je vous expliquais dans la première partie de mon intervention que nous étions engagés sur des mesures locales de nos usines, de nos process industriels, mais ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir mettre ça au niveau transversal de nos process. Le fait d'avoir une stratégie qui est convergente entre le edge computing, entre le décentralisé et le centralisé avec notre stratégie cloud centrique, et nous permet de pouvoir comparer ou pouvoir benchmarker nos usines entre elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ensemble des processus qui vont être déployés avec des technologies identiques ou équivalentes dans toutes nos usines nous permettront à un moment donné de laisser les données et les traitements locaux quand c'est nécessaire, mais à un moment donné de pouvoir reconsolider l'ensemble des informations au niveau de nos clouds, les clouds Savencia, pour pouvoir comparer, améliorer, redonner des statistiques d'ensemble sur toutes nos usines. Donc, il y a un bénéfice à moyen et long terme pour la direction des opérations, la direction industrielle, de pouvoir à un moment donné avoir une visibilité consolidée de tous les process industriels qui existent. Ce qui est dans une démarche complètement isolée de chaque usine ne pouvait pas se faire. Et justement, vous, Wilfried, qu'est-ce que vous voyez, quels sont comment les concurrents ou de Savencia, comment les industriels, comment ils s'y prennent, de manière peut-être plus concrète, par quel chemin, par quel bout ils prennent l'aventure edge computing? Quelles sont les voies que vous observez, vous, les trajectoires? Alors, il y a deux grands types de trajectoires selon l'inducteur de la démarche. Quand la démarche correspond à une démarche de groupe d'harmonisation comme celle que vient d'évoquer Dominique, eh ben, on va vraiment avoir une démarche qui va consister à démarrer déjà par le fait de définir des modes de fonctionnement, par le fait de se mettre d'accord sur les objectifs, sur ce que les uns et les autres vont pouvoir tirer de cette démarche-là. Et puis ensuite, c'est une démarche qui va pouvoir se mener de façon conjointe entre la direction de l'informatique et puis la direction opérationnelle, avec voilà, quelque chose qui va être relativement classique, entre guillemets, avec dans un premier temps une définition d'un modèle organisationnel, d'une gouvernance, ensuite les process qui vont y être associés, la définition de l'architecture technologique,
un site pilote, et puis derrière ce site pilote, un déploiement à plus grande échelle. Donc ça, c'est une famille d'approches qui est l'approche vraiment quand on a la vue est globale. On a une autre famille d'approches où là, on est toujours dans une logique de gouvernance complètement décentralisée, c'est-à-dire que ça va être un directeur d'usine qui se rend compte que pour un besoin donné, en fait, ça l'aiderait quand même d'avoir accès au cloud computing pour pouvoir faire de l'IA, pour pouvoir faire de l'analytics, etc. Et du coup, qui va y aller de son côté sans forcément que ce soit une démarche complètement cohérente. Et dans ce cas-là, l'approche va être un peu différente puisqu'elle va vraiment être tiré par un cas d'usage précis. Et ce cas d'usage précis va tirer la démarche qui va y être associée. Est-ce que c'est une démarche sur étagère en disant on va faire appel à une société qui va être capable d'installer des capteurs et puis qui va s'occuper de nous récupérer toutes les données, de nous les mettre à disposition à un endroit pour qu'on puisse analyser, ou est-ce que ça va être une logique un peu plus globale au niveau de l'usine. Donc là, il y a vraiment toute la variété qui est possible dans ce monde-là. Voilà, donc qui est vraiment une autre façon d'approcher les choses. Et puis la troisième façon d'approcher les choses est beaucoup plus rare. C'est celle qui concerne les nouveaux sites, les nouvelles usines, où là, on est par construction plutôt dans la première approche que j'évoquais, savoir quelque chose d'un peu plus global, mais sans avoir autant de complexité en termes de mise en œuvre, puisqu'on n'a pas à gérer tout l'historique, que ce soit l'historique de process, que ce soit l'historique organisationnel et que ce soit l'historique technologique. On va pouvoir concevoir tout de façon cohérente. Donc ça, c'est ce qui arrive dans les créations de nouvelles usines. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation et très claire. On a des questions qui commencent à arriver et peut-être pour revenir un peu sur ce qu'on a pu évoquer au tout début de la présentation, on a parlé vous avez parlé justement des problèmes de cybersécurité qui sont, enfin, en tout cas, un des enjeux de l'industrie 4.0 et qui sont aussi un des obstacles, sans doute, voilà, qui pose question quand on se lance dans un processus de digitalisation, etc. Mais justement, quelles sont les garanties qu'apporte en fait l'edge computing quant à la sécurisation des usines, quelle garantie de sécurité des données, enfin voilà, quels sont un peu les aspects, enfin, est-ce que vous pouvez un peu développer peut-être ce lien, cette question de la sécurité des données et les garanties offertes par l'edge computing. Donc peut-être, je sais pas, Wilfried, d'un point de vue très, comment dire, de point de vue plus général, et peut-être Dominique, vous, si vous avez peut-être une expérience à faire partager, ou voilà, quelle a été votre expérience justement sur ces questions en fait de sécurité avec l'edge computing. Ok, alors il y a différents éléments On pourrait penser au premier abord que le fait de mettre de l'edge computing et donc d'interconnecter de façon un peu plus poussée le réseau industriel et le réseau opérationnel, et le réseau informatique pourrait augmenter la surface d'exposition au risque cyber. Et d'une certaine façon, c'est un peu vrai. Mais néanmoins, cette augmentation de surface, elle est nécessaire de toute façon dans un contexte moderne, dans le sens où il y a de toute façon des problématiques qui peuvent être réglementaires, qui peuvent être opérationnelles, qui font qu'on a besoin de connecter ces différents réseaux. Et quand on doit connecter ces différents réseaux, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, notre chaîne de production, elle est connectée à un réseau plus global, disons à Internet. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir mettre tous les dispositifs de sécurité possibles entre la chaîne de production et justement Internet. Et donc là, la problématique est une problématique principalement de gestion des compétences. On ne peut pas dans chaque usine avoir des experts cybersécurité qui vont s'occuper de s'assurer qu'il n'y a pas d'intrusion, que tout est en état normal, etc. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir cette fonction-là qui va être centralisée au sein d'un groupe. Et du coup, ça va permettre d'une part de réduire les coûts parce qu'on évite d'avoir ces expertises partout, mais également d'augmenter en profondeur et en niveau le niveau de l'équipe et donc des mesures qui vont être mises en place. Ça va permettre également d'avoir une supervision complètement active
de l'ensemble des usines et d'identifier s'il y a une intrusion à un endroit, de pouvoir réagir en temps réel, par exemple en déconnectant une usine qui sera en train de se faire attaquer, en la déconnectant du réseau pour faire en sorte que l'attaque ne se propage pas sur le reste du réseau. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, qui vient toucher vraiment l'interconnexion en tant que telle. Le deuxième point, c'est le fait que, pour des raisons historiques, dans les usines, le niveau de cybersécurité, il n'est pas forcément extrêmement élevé. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas beaucoup plus dans le monde du service. J'ai pas eu l'occasion de constater ça en usine, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est pas très différent de ce que j'ai pu observer à titre personnel dans un certain nombre de grandes entreprises où en passant dans les bureaux, on soulève le clavier puis on a le mot de passe pour se connecter. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment très très commun. Et là aussi, le fait de pouvoir mettre en place des politiques typiquement de renouvellement de mots de passe, etc., et de les uniformiser à l'échelle d'un groupe, ça va permettre d'apprendre des erreurs qui sont faites à un endroit pour améliorer la sécurité de l'ensemble. Et donc, il y a effectivement au premier abord un risque accru. Néanmoins, ce risque qui serait de toute façon là, et ça amène quand même un certain nombre d'éléments qui vont permettre de le réduire. Super, merci. Dominique, peut-être pour compléter, votre regard sur cette question de sécurité. Est-ce que ça a été un obstacle plus particulier ou pas tant que ça finalement? C'est pas un obstacle, c'est pas du tout un obstacle, puisque que ce soit en usine, donc quels que soient les pays ou au niveau central des directions des opérations, tout le monde a été et sensibilisé aux risques cyber, au fait que justement on va dire les attaquants sont de plus en plus intéressés par le monde industriel. Donc c'est le premier principe. Il y a des basiques dans la vie. Vous savez, vous gérez, ce que vous identifiez, ce que vous connaissez. Donc, à partir de ce moment-là, le premier principe, c'est simple, c'est faire un audit. Faire un audit, c'est comprendre quel est votre niveau, le niveau de votre protection, le niveau de votre résilience. Il n'y a pas uniquement que la partie cybersécurité, mais aussi le niveau de l'usine et de son système d'information. Donc, ça, c'est le premier basique. Et comme l'a dit aussi Wilfried, et on ne va pas renier ce qu'il vient de dire depuis plusieurs minutes dans ce séminaire, c'est qu'à un moment donné, oui, la transformation digitale va me faire en sorte que le monde de l'OT et le monde de l'IT communiquent de plus en plus. Donc, les réseaux immanquablement qui étaient très séparés à une époque vont être interconnectés. Mais là aussi, l'interconnexion se fait par une très bonne connaissance de l'écosystème, de l'environnement de travail de l'usine, de ses process, pouvoir introduire des modalités pour isoler certains dispositifs, pouvoir faciliter l'échange avec d'autres. Donc ça, c'est toute une connaissance. Donc l'IT arrive avec ses connaissances du monde cyber. Le RSSI a un rôle prépondérant et son équipe a un rôle prépondérant dans l'évangélisation de l'ensemble des acteurs du monde de l'OT. Donc, il y a toute cette partie d'éducation, il y a toute cette partie d'audit. Et à partir de ce moment-là, c'est l'IT, la sécurité qui travaille avec les différentes usines. Et ça, c'est le point le plus important, quel que soit le pays. Donc, c'est mieux connaître l'environnement de travail, les partenaires externes, puisqu'à un moment donné, l'usine, du moins, a une énorme collaboration avec les sociétés externes. On n'est pas là pour embêter, on n'est pas là pour couper l'usine du reste de son écosystème. C'est au contraire, c'est faciliter, mais pouvoir mettre tout le monde dans des dispositifs qui ont été étudiés et qui sont surtout monitorés en temps réel. Ce que disait Wilfried, c'est qu'effectivement, l'IT arrive avec sa logique de centralisation et c'est ce qu'on est en train de déployer un peu partout et ce que le monde industriel déploie un peu partout. Justement, pour rebondir sur ces questions de centralisation dont vous nous avez parlé, il y a une question un de nos auditeurs qui demande, enfin auditeur d'ailleurs, je sais pas, comme viewer, enfin je sais pas comment on dit, un des participants, voilà, qui demande s'il est possible de mettre en œuvre l'Edge sans démarche de cloudification. Voilà, je sais pas qui, Dominique, ouais. Oui, c'est tout à fait possible puisque l'Edge vous partez d'une démarche, d'une gouvernance, d'une vision stratégique. À partir de ce moment-là, lorsque vous avez modélisé le principe architectural du Edge Computing,
vous allez le répliquer, quelles que soient les usines. Ensuite, ce qui sera important, c'est comment vous arrivez à monitorer et à manager l'ensemble de ces dispositifs Edge que vous avez pu déployer dans l'ensemble de vos usines. Ça, c'est essentiel. Après, est-ce que vous avez des compétences IT dans vos usines ou vous ne les avez pas? Donc, si à un moment donné, il y a eu cette démarche en convergence IT-OT, c'est qu'on peut penser qu'il y avait un peu un manque de compétences IT au niveau des usines et que l'IT est venu renforcer ce besoin. Et à partir de ce moment-là, tout est une question de ressources et le fait que ces ressources, ce edge computing doit être monitoré 24 heures sur 24. Donc, soit vous possédez les ressources et les moyens de faire ce monitoring 24 heures sur 24, ou à un moment donné, vous allez dans une mutualisation de ces ressources et la centralisation est un bon outil pour pouvoir apporter une solution. Justement, est-ce que on a déjà des fournisseurs qui se dégagent de solutions Edge? Est-ce qu'on a déjà des standards qui émergent? C'est une autre question qui est faite par des participants. Donc, Wilfried, peut-être sur ce sujet, est-ce que des standards de solutions Edge Alors, on n'a pas de standard au sens de normes, on a des standards de fait. On a des standards de fait, il y en a différents. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que pratiquement tous les fournisseurs de matériel vont être capables de proposer une solution, leur solution sur mesure, qui souvent va reposer sur quelque chose de préexistant par ailleurs, donc une suite logicielle préexistante. Et on a trois suites logicielles principales qui se partagent le marché. Et puis je viendrai ensuite sur les acteurs qui viennent challenger un peu ça. Les trois acteurs principaux sont en premier lieu VMware, donc, qui est l'acteur historique de la virtualisation. Donc, je rappelle qu'une plateforme Edge, c'est un micro data center, et donc VMware est un des acteurs principaux du monde des data centers. On a un autre acteur qui est Red Hat, avec OpenShift, qui est une plateforme pour concevoir justement des clouds privés. Et donc finalement, c'est un autre moyen de concevoir ces micro data centers en déployant les couches cloud dessus. Et puis une troisième approche qui est un peu plus unifiée, qui est celle de Nutanix, et qui est un des leaders mondiaux du marché du edge computing, où là, on va retrouver voilà, les fonctionnalités à la fois de VMware, du cloud, etc. Donc voilà, c'est à peu près ces trois offres qui sont, pour la plupart des usages, à peu près équivalentes d'un point de vue fonctionnel, pas forcément rigoureusement équivalentes, mais dans un bon nombre de cas. Et puis, on a quelques offres challenge qui viennent challenger ceux-là, qui sont les offres proposées directement par les clouders. Donc, Microsoft, Google, Amazon vont proposer directement des offres complètement dédiées, complètement intégrées avec l'expérience qu'on a sur leur cloud, et donc qui vont permettre d'avoir une vision beaucoup plus unifiée, au détriment du fait voilà, de fonctionner avec leur cloud justement. Et donc là, sur ces offres-là, on ne peut pas aller sans aller sur le cloud, pour faire référence à la question d'avant. Sur les autres offres, c'est tout à fait possible de faire indépendamment d'aller sur le cloud ou pas. Ok, très bien. Et peut-être pour une question là qui fait écho, enfin qui me permettrait de boucler la boucle sur la 5G justement. Enfin, je pense que ça s'adresse à vous, et j'en aurai une plus générale à vous, Dominique, et j'en aurai une plus générale pour Wilfried. Donc la question, c'est de savoir en fait si la 5G fait partie de votre schéma Edge. Et peut-être après, pour ouvrir cette question, voilà, c'est plutôt, est-ce que Wilfried, vous pourrez revenir peut-être sur les liens entre l'Edge et la 5G, et montrer si oui ou non l'un a besoin de l'autre, et de quelle manière c'est, voilà, cette interdépendance se crée. Donc peut-être sur la question de l'appartenance de la 5G à votre schéma Edge, peut-être Dominique. En ce qui concerne le groupe Savencia, nous irons vers la 5G au moment où elle sera disponible dans les pays et dans les zones où nous avons nos implantations industrielles. Donc ça, c'est une évidence. Le sujet, et on travaille actuellement avec un certain nombre de grands fournisseurs, c'est passer déjà par l'état du Wi-Fi et du Wi-Fi 6 si c'est nécessaire. Mais à un moment donné, c'est que
les usines, passer vers la 5G, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'abstient de pouvoir déployer des liaisons filaires qui peuvent être aussi en fibre optique. Certains dispositifs nécessitent quand même de la fibre parce que justement le process industriel est dans un environnement assez perturbant et à partir de ce moment-là, il faut pouvoir protéger la donnée. Donc le filaire restera présent. Pour des questions de mobilité, oui, le sans fil devient une évidence. La 5G fait partie de la stratégie. On l'utilisera au moment où elle sera disponible dans les régions. Mais le Wi-Fi, et pour beaucoup de gens, le Wi-Fi est une étape incontournable de cette mobilité. Donc 5G quand ça sera prêt, définitivement, mais Wi-Fi immédiatement. Ok, très bien. Et quels sont les liens justement entre la 5G et l'Edge une fois que la 5G sera là? Et peut-être que, je sais pas, est-ce que la 5G a besoin aussi de l'Edge pour faciliter son déploiement, son accélération? Enfin, comment vous pouvez un peu éclairer tout ça, Wilfried? Alors, je dirais que la 5G, la raison de déployer la 5G, c'est avant tout l'edge. C'est avant tout l'edge computing. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les prospectives euh, qui sont faites en termes d'usage de la 5G, on va dire qu'il va y avoir un effet rebond du côté des particuliers, etc. Mais pour le moment, on n'a aucun cas d'usage qui est associé, donc on n'a aucune idée de comment les particuliers vont consommer l'accroissement de bandes passantes, etc. Par contre, des cas d'usage côté industriel, on en a plein qui sont portés par l'edge computing. Et donc, la 5G, qu'est-ce que ça va permettre? Alors, il faut voir qu'il y a beaucoup d'éléments dans la 5G. Il y a le fait que la 5G permet d'inclure directement dans le protocole des opérations de calcul. Donc, le fait que quand on va transiter de la donnée par la 5G, on peut dire je veux transiter cette donnée-là, mais je veux qu'à l'arrivée, elle soit transformée. Est-ce que le calcul va être fait à l'edge ou de façon centralisée ou quelque part sur le réseau? Finalement, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est qu'entre le départ et l'arrivée, la donnée ait été transformée et le calcul ait été fait. Et donc là, on se rend compte qu'il va y avoir des optimisations qui vont devoir être faites sur l'endroit où va se faire ce calcul-là, mais on a un niveau d'abstraction à ce niveau-là. On a également des enjeux qui sont croissants en termes de mobilité et d'usage en extérieur. Et donc pour ça, la 5G va permettre un bon fonctionnement. Et on voit bien avec l'exemple que je prenais juste précédemment que l'edge ne veut pas forcément dire le fait d'installer des infrastructures exactement à l'endroit où les données sont générées. Aujourd'hui, on est dans cette démarche-là parce qu'on n'a pas les outils technologiques pour faire autrement. Demain, on peut imaginer qu'on ait des infrastructures qui soient dans des zones complètement réparties où finalement, on a, grâce à la 5G et à ces protocoles, le fait d'utiliser une infrastructure informatique qui va être plus ou moins locale, mais pas forcément directement sur site. Et puis, la 5G, c'est également un des moyens de renforcer la résilience des approches Edge classiques, tout simplement parce que il peut arriver en cas de réseau, en cas d'incendie, que les lignes filaires tombent. On a eu le cas il y a quelques années où des travaux ont coupé d'Internet toute une partie d'un pays de l'Est. Ça, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver et qui arrivent régulièrement. On l'a vu pendant le confinement où certaines périodes, certaines zones de France ne pouvaient plus télétravailler correctement parce que le réseau ne fonctionnait plus. La 5G amène de la garantie vis-à-vis de ça, tout simplement parce que ça permet déjà une alternative au réseau filaire. Donc ça, c'est un premier point. Donc si le réseau filaire est coupé, la 5G fonctionne toujours, sauf si c'est vraiment le cœur de réseau qui a été touché. Et c'est également le fait que c'est une norme qui vient inclure les notions de qualité de service de façon beaucoup plus forte que les normes actuelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans le cas de la 5G, dire que tel flux est prioritaire. Tel flux est prioritaire et il doit passer quoi qu'il arrive. Et donc, le fait qu'il y ait un voisin qui, sur le même réseau, soit en train de regarder une vidéo sur Netflix, c'est peut-être moins prioritaire et peut-être que la qualité de sa vidéo va se dégrader. Par contre, le flux qui va être industriel ou le flux qui va être médical, lui, restera de bonne qualité et continuera à avoir sa bande passante garantie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire correctement avec les autres technologies qu'on a aujourd'hui. Ok, très bien, très clair. Et peut-être pour conclure, qu'il y a une question un peu
qui est ma question. On a beaucoup évoqué, enfin vous avez évoqué, Dominique, qu'il y avait eu un changement aussi des liens entre les directions opérationnelles et les directions IT. Voilà, moi c'était un peu d'avoir un peu votre regard dessus et voilà, quelles sont un peu les nouvelles manières de collaborer que vous avez pu mettre en œuvre et expérimenter. Et surtout, comment on fait pour, et ça vous concerne tous les deux, mais pour évangéliser aussi, parce que c'est le mot que vous avez employé, par quoi passe en fait ce processus en fait d'évangélisation, puisque c'est de ça dont il est question. Donc voilà, pour conclure peut-être sur ces questions un peu moins techniques, mais finalement tout aussi importantes, puisque sans elles, on ne peut pas mettre en place ces process et ces technologies. Le premier point de l'évangélisation, comme j'ai dit, c'était la partie cybersécurité. C'est-à-dire, c'est l'élément structurant, c'est la première contrainte. Vous ne pouvez pas vous engager dans une transformation d'une usine, d'un processus industriel si vous n'avez pas abordé initialement cet aspect-là. Le deuxième, c'est le fait qu'à un moment donné, ça fait partie des bons usages et Anéo qui nous accompagne nous a aidé là-dessus, c'est qu'il faut écouter nos collègues de l'industrie et les écouter dans leurs besoins, dans leur dette technologique, pouvoir comprendre comment on peut améliorer tout ceci, mais également dans l'urbanisation et dans la démarche applicative. J'ai parlé de la gestion de la donnée sanitaire, j'ai parlé de la traçabilité, on peut parler de la gestion de l'énergie, la gestion du froid, la gestion de la maintenance dans toutes nos usines. Et là, ce sont les collègues des applications qui vont venir travailler avec la direction des opérations. Donc, on va essayer d'identifier des cas d'usage, identifier des applications que l'on pourrait reproduire ou des usages particuliers qu'on pourrait reproduire dans d'autres usines. Donc, c'est ce concept de reproductibilité de nos travaux. Et la dernière, c'est le fait et c'est quelque chose qu'on adore faire en IT et qu'on propose de plus en plus à nos amis de l'OT, c'est de faire des proof of concept, c'est-à-dire de faire des démonstrateurs, de travailler sur des éléments de système embarqué, de réalité augmentée. Le monde industriel fait la démonstration tous les jours et vous pouvez le voir dans la presse d'expérimentation, au-delà d'expérimentation, de mise en production. Un grand constructeur une grande compagnie de construction de navale fait la démonstration que la réalité augmentée est utilisée un peu partout pour sa maintenance. Les autres industriels s'engouffrent aussi vers ce genre de choses et les démonstrateurs puissent se faire. Nous, on a des usines un peu partout dans le monde et dans certains pays ou certaines régions du monde, certains continents, il y a des besoins particuliers, il y a des usines vont un petit peu plus vite que d'autres à d'autres endroits. Donc, à partir de ce moment-là, laisser des initiatives se faire, mais toujours encadrées par des démarches où on va venir récupérer les bénéfices de ces initiatives et ainsi les partager avec les autres usines. Ça, c'est le principal élément qui va être l'accélérateur d'une stratégie 4.0, comme on a pu débuter dans cette présentation. Est-ce que Wilfried, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là, sur cette diffusion de bonnes pratiques, puisque finalement, en fait, on en revient toujours à ces bonnes pratiques. Oui, alors chez Anéo, on est pas mal inspiré dans nos démarches d'accompagnement au plus près du terrain par une citation de Saint-Exupéry que j'aime bien utiliser, qui est qu'au terme de son évolution, la technologie se dissimule. Ce que ça vient dire, c'est qu'un des éléments importants, si on veut qu'une technologie soit adoptée, c'est qu'il faut qu'on puisse montrer qu'elle est aboutie. Et si elle est aboutie, alors l'utilisateur, il n'a pas à en subir la complexité, il n'a pas à en subir toutes les difficultés d'usage. Et ça, on le voit, même en dehors du monde de l'industrie, on le voit dans notre vie courante. Un service numérique qui n'a pas été pensé de façon aboutie va pas être pratique, va être complexe à utiliser, finalement sera peu ou mal utilisé. Et donc, on a vraiment cet enjeu-là de concevoir les nouveaux services, de concevoir les nouveaux usages de façon conjointe et de les penser en utilisant vraiment l'imaginaire collectif des gens avec qui on va travailler pour les amener à imaginer l'usage de demain et sur cet usage de demain, le penser cet usage le plus simple possible, le plus fluide possible. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, d'aller construire la trajectoire qui permet d'y aller.
Et donc, et en partir du moment où on fait ça, bah, on a commencé à activer l'imaginaire des collaborateurs, on a commencé à activer l'imaginaire, voilà, l'imaginaire de tout l'écosystème avec une image qui va être simple, qui va être partagée et donc qui va pouvoir permettre de guider l'action et à laquelle les gens vont vouloir plutôt être partie prenante d'eux-mêmes pour peu que cette vision elle ait du sens et elle soit embarquante. Ok, super, merci beaucoup. C'était à tous les deux, c'était très clair, très très intéressant et je pense que tout le monde enfin, on ressortira avec justement de bonnes idées et en tout cas des conseils aussi pratiques parce que c'était aussi l'objectif un peu de ce webinaire. Donc, je vous remercie tous les deux et donc nous allons arrêter ce webinaire et je remercie donc également donc tous les participants et pour leurs questions et pour leur écoute attentive et je vous souhaite donc une merveilleuse journée. Voilà. Merci à tous. Merci Dominique, merci Merci. Wilfried. Et à une prochaine fois. Au revoir.